Eh ben, c'est parti alors, j'ai l'impression. Euh, Merci à toutes et tous d'être ici. Je me présente David Collignon, je suis directeur commercial de Viscab. Donc Viscab, on est une suite de logiciels en ligne pour mesurer et piloter la performance carbone du bâtiment. Euh, on s'inscrit aujourd'hui évidemment dans le cadre du défi écologique sans précédent auquel fait face le secteur de la construction, qui est, comme vous le savez sûrement, le premier émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, mais aussi mondiale, où on retrouve à peu près le même pourcentage, d'environ 40%, en prenant bâtiments et travaux publics, des gaz à effet de serre dans nos économies. Euh, et en France, du coup, au-delà des divers efforts de certification extra-réglementaires qui ont eu lieu dans les années qui ont précédé, depuis le 1er janvier 2022, est entrée en vigueur la RE 2020. J'imagine que tout le monde en a entendu parler. En tout cas, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est rien de grave. Je vais pouvoir du coup vous expliquer ce dont il s'agit. Très concrètement, un maître d'ouvrage va s'engager au moment du dépôt de permis de construire à déjà respecter des seuils qui sont imposés par le législateur. Donc très concrètement, il y a 3 jalons pour un maître d'ouvrage. Au moment de l'attestation du dépôt de permis de construire, il signe une attestation à joindre à son dossier de permis de construire. Ici, le texte précis, c'est le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier aux agents de l'État le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, soit IC construction inférieur à IC construction max. Donc je pense que là, personne personne n'a rien compris, mais en gros, pour vous la faire très très simple, je signe une attestation et je m'engage à fournir une étude environnementale complète avant le démarrage du chantier, avant le premier coup de pelle, en somme, et de montrer que les seuils sont inférieurs aux seuils imposés par la loi. Euh, et donc ça impose évidemment des nouvelles contraintes à une filière. Je dirais la première contrainte, c'est que cette étude environnementale devient donc en effet obligatoire avant le démarrage du chantier. Ça veut dire que c'est une étude qui est très chronophage. Pour vous expliquer en quelques mots, une analyse de cycle de vie, c'est finalement une somme sur 50 ans, une somme des impacts environnementaux de chaque produit et des impacts environnementaux sur chacune des étapes du cycle de vie, de la production à la fin de vie, de tous les composants qui sont dans le programme. Donc depuis les fondations, tous les composants qui composent la façade, donc tous les composants cachés, les isolants, etc., mais aussi toutes les poignées de porte, toutes les robinetteries, etc. etc. Donc si on veut avoir une vue complète de l'ACV, il faut détailler énormément de choses, et c'est pour ça qu'on est en mesure de faire une ACV que quand on a un certain détail du programme. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Donc ce que je vous disais, c'est qu'une ACV, du coup, c'est très chronophage. Pour un projet de logement collectif moyen de 30 à 35 logements, il faut compter 7 jours, 10 jours. Évidemment, pour un programme plus grand, on peut compter plus de temps. Nous, statistiquement, on a estimé que en moyenne, chaque bureau d'études en France devrait réaliser 34 ACV sur un type de projet médian, ce qui revenait à requérir un équivalent temps plein supplémentaire par bureau d'études thermique et environnement. Donc évidemment, ça fait du monde à former, c'est toute une filière à faire monter en compétence sur ce sujet précis-là, sur cette méthodologie préconisée par la réglementation. Et donc voilà le premier défi qui s'impose finalement à la maîtrise d'œuvre environnementale et thermique qui vont réaliser ces calculs. Et donc la première solution ici de Viscab, c'est de fournir un outil qui permet de gagner du temps à la saisie, qui permet aussi d'optimiser plus facilement les calculs grâce à la data visualisation, et puis de convaincre les parties prenantes du projet en pouvant détailler son calcul, en exportant un détail du calcul, mais aussi des rapports PDF percutants. Donc ça, c'est un outil finalement à destination des ingénieurs qui leur facilite la vie au maximum, même si le savoir-faire de l'ingénieur, l'outil ne le remplacera pas complètement. Faire une ACV, c'est une expertise, ce sont des choix également de stratégie.
Et donc voilà, l'outil est vraiment là pour les ingénieurs, pour leur faciliter la vie. Mais ce défi-là, finalement, je vous ai parlé initialement des obligations qui s'imposaient à la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est bien le maître d'ouvrage qui prend l'engagement de respecter les seuils, et c'est le maître d'ouvrage qui devra justifier auprès du contrôleur technique du respect des seuils en démarrage de chantier et en fin de chantier. Et bien évidemment, on connaît le contexte qui est presque aujourd'hui caduque, puisque ici on avait inscrit avant l'entrée en vigueur de la RE 2020 qu'on anticipait une hausse des coûts de construction de 5%, qui fera peut-être sourire jaune certains maîtres d'ouvrage ici, face à la perspective en 2023 de ne pas avoir une hausse de 5%, mais peut-être de 30%. Qui n'est pas que lié évidemment à l'entrée en vigueur de la réglementation, mais plutôt au contexte global que vous connaissez. Et donc on a parlé tout à l'heure des ingénieurs qui réalisent des calculs uniquement où ils ont un niveau de détail suffisant pour réaliser les études complètes. Finalement, c'est en amont du projet, jusqu'au dépôt de PC, qu'on peut arrêter une stratégie architecturale robuste et cohérente pour anticiper et valider le respect des seuils en amont. Et plus on avance dans le projet, plus changer la conception va être coûteux, long, peut-être très compliqué. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en phase pré-PC, beaucoup de maîtres d'ouvrage ou beaucoup de bureaux d'études qui accompagnent les maîtres d'ouvrage disent bah, c'est vrai qu'on ne fait pas de calcul en pré-PC, on se fie nous en interne peut-être un petit peu sur des ratios, on n'a pas de vraie approche quantifiée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément les outils et parce qu'on n'a pas forcément le temps de venir détailler. Et en fait, le détail du programme, c'est peut-être l'économiste qui l'a selon sa nomenclature, mais la communiquer très tôt finalement aux ingénieurs environnement, ben, c'est aussi compliqué. On veut aussi valoriser son travail, etc. Donc voilà, on se retrouve avec ce paradoxe de l'amont, qui est en fait le fait que c'est au moment où la stratégie architecturale bas carbone doit être arrêtée et doit sécuriser l'impact carbone et le respect des seuils. Et finalement, à ce moment-là, on se fie un petit peu sur du retour d'expérience. Ça irait très bien. Le seul sujet, c'est que dès 2022, les seuils sont contraignants. On a beaucoup de retours plutôt contradictoires qui vont dire bah non, moi en fait je m'engage, puis en fait les seuils sont pas toujours contraignants, un peu la manière de construire traditionnellement passe. Et bah, je pense que c'est pas systématiquement le cas. Là, on s'est amusé à modéliser en fait un projet de logement collectif en R plus 3 à gauche et R plus 2 à droite, avec du coup une variante, une volumétrie compacte et une volumétrie non compacte. Ça, ce sont des visuels de Builders, qui est un logiciel de faisabilité, d'optimisation de la capacité en phase amont, dont je vous reparlerai plus tard, puisqu'en fait nos solutions s'intègrent à leurs solutions qui sont prises en main par les développeurs fonciers. Donc c'est pour avoir une vue simplifiée de l'impact carbone très très tôt dans le projet, mais là enfin, je voulais juste du coup visuellement illustrer ces deux variantes. Et donc il y a une variante tout béton qui dépasse les seuils 2022 de plus 4%, alors que voilà, j'ai mis une toiture terrasse, il y a un nombre de logements qui est pas enfin, exceptionnel. Donc là, de prime abord, sur ce projet-là, sans rentrer dans les détails, il ne se passe rien d'exceptionnel, et pourtant là je vois que je dépasse. La variante bois du coup passe les seuils tranquillement en 2022. Et côté du coup variante non compacte, on les dépasse plus allègrement, et en variante bois, comme il y a un linéaire de façade plus important, il y a un puits carbone sur le bois plus important, et donc contre-intuitivement, le seuil est plus bas sur une variante non compacte, qui pour autant, dont les ponts thermiques sont peut-être moins optimisés, et la quantité de matériaux sera peut-être supérieure, mais avec la méthodologie RE 2020, comme on a utilisé un biosourcé en façade, on crée un puits carbone, et donc on est à moins 10% par rapport à la variante compacte. Voilà, ce que je voulais illustrer, c'était aussi en fait les seuils 2025. Voilà, je vois que vous me prenez des photos, que ça fait réagir. En effet, ils sont, disons que si les seuils 2020 sont un peu une RT 2012+,
les seuils 2025, là c'est quand même une autre paire de manches. Et encore, j'ai pas inclus les 2028 là pour pas faire peur à trop de monde dans la salle. Mais voilà, on voit que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il va falloir quand même pouvoir avoir une conception qui sera foncièrement différente. Donc voilà, j'ai fait un petit trait d'humour en expliquant un petit cas d'usage, comment en fait prendre en main cette pente carbone avec Viscab. Euh, ouais, rétrospectivement, j'ai trouvé ça un petit peu donneur de leçons, donc je veux m'en dédouaner. Enfin, on sait que les contraintes des maîtres d'ouvrage sont nombreuses, on sait que les contraintes sur un projet sont multicritères, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Mais en tout cas, ce que je voulais exprimer, c'est que dès aujourd'hui, vous pouvez prendre en main le sujet. Et donc, potentiellement, une première étape, ce serait de quantifier le carbone sur vos premiers projets pour mesurer, selon cette méthodologie RE 2020, selon vos pratiques constructives actuelles, quel est l'impact carbone, pouvoir ainsi identifier les mesures d'amélioration à mettre en place à l'échelle d'une région ou peut-être de plusieurs régions. Et ça, pour ça, nous, Viscab, on propose un observatoire ou ce qu'on appelle aussi Viscab Analytics. Le nom a un petit peu évolué entre le moment où j'ai fait la présentation et aujourd'hui, qui va vous permettre donc de venir agréger vos données sur un jeu de données d'une trentaine d'ACV. Enfin, on estime que c'est suffisant déjà pour se constituer un retour d'expérience très fiable. Et par ailleurs, on peut utiliser des ACVE plus C- et les convertir en RE 2020 pour faire ça, pour capitaliser sur vos données et venir identifier des leviers. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de venir utiliser cet outil aussi pour simuler qu'est-ce qui se passerait si j'utilisais un autre système, un autre choix constructif à la place de ce choix constructif-là. Une fois que j'ai identifié mes bons leviers et que j'ai simulé l'impact, je vais pouvoir traduire opérationnellement les enseignements tirés dans une bibliothèque interne qui sont à disposition de mes équipes opérationnelles en tant que maître d'ouvrage. Donc soit très en amont avec peu de personnalisation, enfin disons peu de flexibilité, une saisie très simplifiée pour des personnes non spécialistes du carbone, soit je vais pouvoir aussi venir personnaliser ces choix constructifs en fonction des exigences éventuellement de l'aménageur et des différentes parties prenantes au projet en amont du dépôt de permis pour sécuriser la stratégie. Donc là l'idée c'est que j'ai des systèmes constructifs, par exemple un type de façade, il est présent dans une bibliothèque interne dans mon outil Viscab et mes équipes opérationnelles peuvent tout simplement la poser sur une volumétrie modélisée dans Viscab pour voilà, avoir tout simplement une estimation de l'impact carbone très tôt. Donc ça c'est Viscab Explo et la proposition de valeur c'est donc de pouvoir maîtriser l'équation coût carbone dès l'amont en autonomie. Très simplement, donc c'est une ACV rapide, c'est une ACV complète puisque en fait on retrouve tout, enfin nous on génère des composants par défaut qui ne sont pas dimensionnants sur le plan carbone et l'utilisateur vient en revanche sélectionner les grands choix constructifs qui sont eux très dimensionnants sur le plan carbone, donc type de fondation, de plancher bas, de plancher intermédiaire, de façade, de toiture. Et donc là, un utilisateur non spécialiste du carbone peut avoir déjà une idée et peut demander à un utilisateur plus spécialiste du carbone son bureau d'études ou alors peut-être quelqu'un en interne, un référent technique spécialiste du carbone, de venir valider un choix prescriptif, une prescription, ou de venir personnaliser un autre système constructif pour l'inclure dans le projet et capitaliser sur ce choix constructif pour les futurs projets. Voilà, là c'est en fait le parcours utilisateur tel que je l'ai décrit. Donc je viens renseigner une volumétrie, je viens renseigner en fait un usage, logement collectif ou bureau. Je précise la granulométrie de cet usage, donc le nombre de types de logements par étage. Je sélectionne mes grands choix constructifs sur voilà, les fondations, la façade, le plancher bas, la toiture, les menuiseries, les murs de refend, les cloisons. Donc il y en a une douzaine au total, donc ça va relativement rapidement. Vous voyez là je suis à 8 minutes estimées au total. Je peux rentrer dans le détail et venir modifier ces macro-composants, les données environnementales qui sont utilisées, même si en général on va vouloir adopter une approche où on utilise des données médianes au sein d'une famille de produits. Et donc Viscab vous guide aussi pour visualiser si cette donnée est bien médiane au sein de sa famille de produits. Et immédiatement, je visualise mes résultats et je peux varianter en dupliquant mon projet et en variantant les choix constructifs très simplement. Voilà, donc Viscab finalement c'est un outil qui offre de l'automatisation pour réduire les temps de traitement et les erreurs, qui utilise aussi les sciences de la donnée pour réduire l'incertitude et vous permettre de capitaliser à terme sur les données du secteur entier,
et comparer du coup vos projets aussi à l'aune d'un secteur régional ou d'un secteur national. Mais c'est surtout aussi une plateforme collaborative qui va permettre de faire collaborer des utilisateurs non techniciens très en amont, qui vont se faire une idée et qui va permettre d'inviter soit des bureaux d'études techniques, soit des architectes, soit des fabricants pour venir affiner cette prescription, mais tout en gardant une approche quantifiée dans l'outil. Donc voilà comment ça se passe. Finalement, vous commencez avec Viscab Explo dès la faisabilité, pour ensuite éventuellement varianter, combiner, comparer des choix constructifs jusqu'au dépôt de PC. Et puis ensuite, à partir de la phase Pro-DCE, quand vous avez des quantitatifs détaillés, vous pouvez les importer dans Viscab et c'est la fin. Donc malheureusement, j'ai été trop bavard et je me dois de conclure ici. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis peut-être que vous retrouverez des informations sur notre site web ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. On est une équipe de 25 personnes issues de l'ingénierie bâtiment durable et on est intéressé à discuter du sujet avec vous si c'est une préoccupation pour vous et un enjeu pour vous. Je vous remercie. Très bonne journée.